Waouh, ça c'est une banque, ça c'est une action bancaire. Je peux vous dire que l'action dont je vais vous parler aujourd'hui, pour moi c'est la meilleure action bancaire au monde. Alors je suis pas un fan du secteur bancaire, mais alors là je peux vous jurer que c'est un avion à réaction. J'arrive pas à la rentrer dans mon portefeuille, ça fait longtemps que je la suis. Et je vais vous en parler aujourd'hui, ça sera le titre du jour, et puis on enchaînera ensuite avec la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, et puis on terminera avec les pépites ainsi que le plan de trading. Voilà, c'est tout le programme du 41e épisode de l'Hebdo de Ricardo, et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle du secteur bancaire. Le secteur bancaire, c'est un secteur que j'aime pas du tout. C'est un secteur que j'apprécie pas pour un million de raisons, mais surtout en Europe d'ailleurs, parce que il y a la réglementation, etc., qui font que ce sont des valeurs qui ne montent pas. Même si vous réintégrez les dividendes, je parle à tous ceux qui adorent certaines sociétés comme Société Générale ou par exemple le Crédit Agricole, mais il y a des sociétés, des banques qui sont très intéressantes et il se trouve que j'en suis une depuis très longtemps. Et je vais vous en parler sur cette vidéo de telle manière à ce que vous puissiez la découvrir et puis de vous dire que finalement peut-être qu'il y a des secteurs dans lesquels il y a des valeurs exceptionnelles qui peuvent être suivies, et pour ça il faut avoir une méthode, tout simplement. Si je l'ai découvert, c'est pas du tout par le propos qui est dit sur certains réseaux sociaux, c'est uniquement par une méthodologie. Mais ce qui est intéressant dans ce titre, dans cette valeur, c'est qu'on a vraiment la réunion d'à peu près tout ce que j'apprécie dans une société. Vous verrez que c'est pas celle qui progresse le plus sur 10 ans, sur 20 ans, mais c'est certainement celle qui me paraît la plus sécure, entre guillemets, entre ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, et puis son cours de bourse qui est quand même assez impressionnant. Voilà, ce sera le titre du jour concernant cette vidéo, et puis on enchaînera ensuite avec la macroéconomie où on fera un point sur les 15 derniers jours. On verra que j'ai une perception assez claire sur les taux d'intérêt, notamment en Europe, et de ce qui va s'y passer, mais je pense qu'on peut anticiper déjà de dire que la baisse des taux en Europe sera avant les États-Unis. Et puis on enchaînera après avec la lecture des indices. Les indices, ça y est, ils corrigent. On avait bien perçu il y a 15 jours ce retournement de marché, et ça s'est confirmé dans les 15 jours qui ont suivi, et vous allez voir que ça baisse pas si vite que ça finalement. On va essayer de voir s'il y a des points, des niveaux de prix où on pourrait reprendre, je dirais, un peu plus de vigueur, un rebond de nouveau. Enfin bref, je suis pas convaincu que ce soit un marché totalement baissier vu les événements qui se passent dans le monde, parce qu'il faut quand même les considérer, et ça réagit pas si violemment que ça à tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Et puis on enchaînera ensuite avec les valeurs que vous m'avez demandé. Il y a eu pas mal de valeurs sur les semi-conducteurs. C'est à peu près normal puisque les semi-conducteurs sont en train de baisser. C'est une famille d'actions qui est assez particulière, qui est très volatile et qui est pas toujours facile à comprendre quand on regarde bien. Elle a tendance à bouger d'une manière particulière. On va en voir quelques-unes là, puisque vous m'avez demandé plusieurs. Et on verra que, c'est peut-être pas encore le moment, ça va peut-être venir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il faut observer. Et puis on enchaînera sur la fin de vidéo avec les pépites, ainsi qu'un plan de trading, si on en trouve un, parce qu'en ce moment, le marché est vraiment très compliqué. Voilà pour le programme de cette vidéo. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Puis pour faire encore un petit focus sur la partie de la newsletter, c'est cette semaine que j'ai eu, je crois, un nombre record de messages de la part des gens qui m'ont répondu à la newsletter que j'ai envoyée sur une nouvelle valeur qu'ils connaissent absolument pas, que j'ai trouvé, que je connaissais depuis longtemps, et que je leur ai permis de trouver. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu décidé aussi de vous parler d'une valeur totalement inconnue mais qui est absolument exceptionnelle dans cette vidéo. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la newsletter, ça sera encore le cas dans le futur. Il y aura des valeurs qui sont vraiment vues par personne et qui sont absolument exceptionnelles. Voilà pour cette petite parenthèse. On va attaquer avec cette banque qui est
qui est totalement inconnu des Français, personne n'en a parlé, et je vais vous faire une anecdote, puisque j'étais chez un ami en Espagne avec qui on déjeunait, et qui me présente un ami qui a travaillé dans une des plus grandes banques, qui s'appelle la Santander, et qui m'expliquait, alors moi l'espagnol je suis pas très fort, mais on a réussi à discuter, à parler action, parce qu'il était à fond dans les banques, et il m'expliquait le bien fondé des dividendes, etc., et qu'il achetait telle banque, des grosses banques qu'on connaît tous, voilà, et qu'il trouvait formidable, Crédit Agricole, enfin bon bref, la BNP, etc. Et à un moment donné, je lui dis écoute, bouge pas, je vais te faire voir un truc. Et je lui fais voir le graphe de la valeur dont je vais vous parler. Et là, il a fait oh. Alors, ça semblait être un monsieur quand même assez posé, assez, je dirais, assez modéré. Et là, il a été complètement ébahi, et je lui ai fait comprendre que les dividendes c'était du n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. Dividendes, ça n'a pas d'intérêt. C'est la création de valeur. Et lui, il le sait très bien que c'est la création de valeur qui est importante. Et je me suis dit, mais si cette valeur-là, elle surprend autant un banquier qui s'y connaît très bien dans le monde bancaire, ça veut dire que cette valeur est vraiment hors du commun, et que je dois avoir quelque chose d'intéressant à raconter là-dessus. Alors, j'y ai jamais vraiment pensé à vous la faire voir, mais je me suis dit, mais pourquoi pas la donner je dirais en pâture un petit peu aux gens, pour que vous voyez que ce qui est important, déjà c'est cette histoire de dividendes, ça sert à rien, c'est pas l'objet. L'objet, c'est de savoir s'il y a de la création de valeur. Et puis la deuxième chose, c'est de faire voir que parfois dans un secteur qui paraît morose et sans intérêt, il y a des gens qui s'en tirent vraiment bien, et qui permettent, je dirais, de pas avoir une perception totalement, je dirais, abrupte, en disant tel secteur c'est bien, tel autre secteur c'est pas bien. Il y a des bons dossiers dans tous les secteurs, il y a des mauvais dossiers dans tous les secteurs, et c'est la sélection de valeur qui fait la différence. Alors la société, je la suis depuis maintenant plusieurs années, ça fait un moment que je la regarde. Elle est PEable, elle est sur le marché européen, et cette société est vraiment particulière, puisque elle fait un truc absolument hors du commun. Elle fait des prêts aux gens, aux particuliers. C'est une banque. C'est vraiment une banque particulière. C'est vraiment une banque comme vous avez chez vous dans le coin de la rue. C'est pas du tout une banque d'affaires. C'est pas du tout une société qui a des investissements particuliers, etc. Elle a 80% de son activité qui est purement ce que fait le Crédit Mutuel ou la Banque Postale. C'est vraiment exceptionnel de voir qu'une société comme ça puisse avoir une évolution graphique comme elle est. Parce que je vous le dis quand même, en 20 ans, elle a fait x20. Donc c'est quand même assez impressionnant, et c'est comme ça. Donc on va regarder ça tout de suite après dans le graphique, mais ce qui est important de retenir, c'est son activité, c'est une activité classique. Et il y a, puisqu'il y a 80% dans l'activité classique, il y a une activité, je dirais, d'investissement, qui est d'accompagner les entreprises, donc c'est plutôt pour le business, mais comme toute banque fait, et d'accompagner des projets dans l'éolien. Et à vrai dire, ce qu'il va falloir que je commence à vous dire, c'est d'où vient cette banque, et où est-elle située en Europe. Elle est située au Danemark, dans le nord du Danemark, dans la province du Jutland. Et cette société a bénéficié, je dirais intelligemment, parce que ça fait un moment que cette action monte, et c'est pas dû que au fait des éoliennes, mais elle a profité de l'explosion des éoliennes dans cette région, puisque c'est une région très venteuse. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'est très bien que je suis un passionné de vélo, et donc il y a eu le Tour de France qui a démarré là-bas, il y avait beaucoup de vent. Donc c'est une région qui est très très intéressante pour les productions éoliennes, et vous n'êtes pas sans savoir, enfin, si vous le savez pas, vous allez le savoir, qu'il faut un ingrédient gigantesque en quantité pour faire des parcs éoliens. C'est pas des éoliennes, mais c'est des prêts bancaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous mettez en place un parc éolien, vous avez des revenus divers et variés, et je dirais que le fournisseur de pelles de ces sociétés-là, c'est pas un fournisseur de pelles pour creuser un trou, mais c'est un fournisseur de taux d'intérêt et de prêts bancaires pour pouvoir financer tout simplement le montage de ces éoliennes, qui fourniront ensuite un revenu qui est évidemment ce que Eol leur donnera. Donc ça, c'est un des premiers principes que j'ai apprécié dans la société, mais je l'ai apprécié à vrai dire beaucoup plus tard. J'ai compris pourquoi cette société montait en ce moment et continue à le faire, parce que vous allez voir, elle a son sommet historique. C'est que cette société, elle est dans le bon business, elle est en train de fournir ce qu'il faut là où il faut, et dans le monde de l'analyse fondamentale, on préfère effectivement les valeurs qui donnent les pelles pour creuser le trou que d'acheter les actions qui cherchent de l'or. À vrai dire, ce qui est le plus intéressant, c'est que si vous avez, je donne un exemple, par exemple dans les biotech, vaut mieux être le fournisseur de petites souris ou de pipettes, etc., que d'être le chercheur, parce que le chercheur, il a une chance, il a beaucoup de chance de ne pas trouver. Le chercheur d'or, c'est pareil. Par contre, celui qui vend les pelles, celui qui vend les pipettes,
eh ben lui, il a beaucoup plus de chances peut-être de gagner moins, mais gagnera tout le temps de manière régulière. Eh bien, c'est exactement ce que cette banque a fait dans le monde de l'éolien, c'est elle s'est spécialisée sur 15-20% de son chiffre d'affaires sur la partie, je dirais que le Jutland a dans son environnement, c'est du vent, et elle gagne énormément d'argent grâce à du vent. Alors c'est assez exceptionnel, et ça dure, et puis ça durera longtemps, ce sont des contrats longs, donc en plus il y a une certaine antériorité qui fait que le dossier est parfaitement viable. Je vous raconte pas en plus avec les taux d'intérêt augmentant actuellement ce que ça peut donner. Mais à vrai dire, elle est insensible à la baisse des taux, à la hausse des taux. C'est une société qui gagne de l'argent quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Sans jeu de mots. Donc ça, c'est ça qui est intéressant dans ce dossier-là, qui vous permet, je dirais, de noter 2-3 petites choses sur des critères. C'est pas les seuls critères qu'on a sur cette société-là, parce que c'est une société, ça s'appelle un multibagger, tout simplement, mais je vous ferai une émission spécifique sur le multibagger. Vous verrez que moi, je vois plein de gens vous expliquer pourquoi un multibagger est devenu multibagger, mais c'est juste après qu'il l'ait été. Ce qui est important, c'est peut-être de le voir un peu plus tôt dans son processus, et c'est tout le sens d'ailleurs de ce que je fais dans ma formation, c'est d'essayer de trouver des valeurs qui seront demain des multibaggers. J'adore tous les articles qui expliquent qu'il fallait acheter ça il y a 10 ans, et voilà. Donc voilà, moi ça fait quelques années, j'ai jamais réussi. Alors, c'est pas pour ça que je suis toujours le meilleur, c'est loin de là, mais il se trouve que cette valeur-là, je la suis depuis longtemps, et j'ai jamais réussi à rentrer dedans personnellement, et je l'ai jamais proposé, je dirais, dans les pépites ou autres, parce que il y en a que 20 et que je peux pas tout mettre. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce que c'est la meilleure au monde? Parce que tout simplement, si c'est la meilleure au monde, vous allez vous dire, mais comment on fait pour pouvoir trouver une valeur aussi exceptionnelle si c'est la meilleure du monde? Pour dire, c'est pas vraiment la meilleure du monde en termes de progression. Je vais vous faire voir un classement que j'ai extrait, et j'ai travaillé dessus pour vérifier si cette société était vraiment meilleure que les autres. Et j'en ai tiré la conclusion que tout ce qui était devant elle, c'était pas aussi costaud que ça par rapport à celle-ci. Allez, je vous emmène tout de suite dans le classement que j'ai fait, le screener que j'ai activé, et vous allez voir que c'est assez révélateur que cette société-là, finalement, elle est pas si mal que ça. Et c'est peut-être même la meilleure banque du monde, enfin vous jugerez par vous-même. Alors voici le classement des banques. Alors c'est des banques commerciales, j'ai pas pris toutes les banques classiques, et j'ai des performances que vous voyez dans le tableau, variation sur 10 années, donc entre actuellement 2024, donc depuis 2014, et vous verrez que ça a toute son importance dans la suite. Alors on voit des banques qui ont fait des milliers de pourcents de progression. Alors ça a strictement aucun intérêt parce que ce sont des pays, je vois il y a des valeurs argentines, des valeurs turques, etc. Toutes ces valeurs sont pas du tout à retenir parce que leurs monnaies se sont effondrées, et que si vous ramenez en valorisation en euros, vous vous rendrez compte que ces valeurs n'ont pas du tout progressé autant que vous pouvez penser. C'est uniquement l'inflation, la surinflation qu'il y a eu dans ces pays-là qui a provoqué ces progressions de chiffres de valeurs, mais en valeur monétaire de chez nous, ça n'a pas vraiment progressé. Donc tous ces pays-là sont à oublier. Il y a aussi l'Égypte. On va dire c'est que des pays qui sont en banqueroute en question, qui sont à tête du classement. Donc ce qui est intéressant, c'est pas tout le monde, mais c'est le monde, je dirais, équilibré financièrement. Et je vous cache pas que les premières qui sortent, ce sont quelques valeurs américaines sur lesquelles on reviendra. Et très rapidement, on se rend compte que les européennes sont assez absentes de ce classement, ou jusqu'au moment où on voit une valeur roumaine, Banca Transilvania, et vous verrez que pour la raison pour laquelle je la sélectionne pas, il y a de bonnes raisons pour laquelle je suis pas fan, au-delà du fait que c'est quand même encore un pays assez exotique et un peu trop proche à mon goût de la Russie. Et quand on descend, on voit la première valeur européenne qui est une valeur danoise au nom imprononçable, on reviendra dessus, et puis on enchaîne très rapidement vers des valeurs qui sont encore là très exotiques, et une nouvelle valeur danoise, et puis très rapidement on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose hormis quelques valeurs danoises. Et c'est pour ça que ces valeurs danoises sont assez intrigantes, pour une simple et bonne raison, c'est qu'elles ne sont pas dans la zone euro, mais on va les retenir quand même malgré le fait qu'elles soient en couronne danoise, pour une simple et bonne raison, c'est que la couronne danoise est corrélée à l'euro, elle ne bouge pas, elle est à une conversion de 7,47 couronnes pour 1 euro, et c'est figé. Alors ça bouge légèrement de quelques pouillèmes, mais c'est figé à ça. Ce qui fait que c'est comme si nous avions une valeur euro. En tout cas pour le monde bancaire, ça c'est très important d'avoir une stabilité dans le caractère monétaire des choses, puisque vous avez bien compris que au-dessus, ces valeurs sont partenables. Alors on va, évidemment, puisque vous avez bien compris, toutes les valeurs qui sont un peu hors Europe, États-Unis ne sont pas intéressantes pour des raisons d'instabilité monétaire. Eh bien, on va rétrécir, je dirais, les choses pour qu'on voit un peu mieux les choses. C'est assez triste à dire, mais on va retenir que le continent américain et le continent européen pour faire la continuité de cette analyse, sachant que à l'intérieur, il y a encore des méfiances à avoir vis-à-vis de la monnaie.
Bon, le dollar et l'euro étant quand même assez corrélés et assez peu bougeants l'un vis-à-vis de l'autre, quand on compare à la Turquie ou, je dirais, à l'Argentine, vous devinez bien qu'on n'est pas dans la même cour. Et quelques valeurs américaines apparaissent. La deuxième chose que je vais vous dire qui va faire qu'on va éliminer certains dossiers, c'est qu'il me paraît évident que les toutes petites banques sont des banques trop dangereuses. Et j'ai envie de vous dire qu'en ce moment, avec une crise latente sur l'immobilier, les valeurs régionales américaines, il faut y faire très attention. Et il se trouve que toutes les valeurs que vous voyez américaines ici sont des banques régionales avec une grosseur qui est parfois très limite. Alors j'ai envie de vous dire, la première qui pèse 22 milliards, First Citizen, bon, bah, sincèrement, elle a peut-être un peu plus d'intérêt, mais ça reste une banque régionale assez petite par rapport à ce que l'on dit. Et on va se retrouver très rapidement face à donc celle qui me semble la plus intéressante, c'est la valeur danoise que vous voyez juste en dessous, qui est suivie des autres valeurs danoises, et on verra que laquelle d'entre elles me paraît la plus sympathique, mais en tout cas c'est une valeur danoise comme je vous l'ai fait comprendre il y a peu de temps. Alors pour évidemment faire ces sélections-là, vous devinez bien qu'il faut connaître le monde bancaire. Le monde bancaire, c'est un monde très particulier puisqu'il y a des notions qui sont assez différentes d'une usine ou de quelqu'un qui fournit des services. C'est vraiment une activité à part entière. C'est vraiment la personne qui m'avait expliqué qu'il a trouvé assez exceptionnel et qui était du monde bancaire qui m'a fait dire mais c'est donc une bonne valeur que l'on peut étudier, voir et peut-être pouvoir profiter un jour de sa hausse sur les cours de bourse. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez des critères de grosseur, vous avez des critères de liquidité aussi du titre. Il y a des dossiers que j'ai éliminés aussi parce qu'il n'y avait pas de liquidité sur les actions. Et si le jour il y a un problème, vous êtes personne qui va acheter l'action. Donc c'est un ensemble de critères qui sont boursiers, qui sont fondamentaux dans l'entreprise elle-même et qui sont aussi de sécurisation du pays par rapport à ce qu'il donne et ce qu'il est. Et le Danemark me semble être un pays tout à fait corrélé alors qu'il est hors zone euro. Pourquoi j'insiste sur la zone euro ? Parce qu'à vrai dire, toutes les valeurs en hors zone euro sont des valeurs qui ne subissent pas la réglementation de l'Europe. Et l'Europe a mis en place, après 2008, une réglementation tellement dure que toutes les valeurs européennes ont énormément de mal à s'en sortir. Alors là, en ce moment, elles ont tendance à monter un peu toutes parce que les taux d'intérêt montent, donc elles arrivent à refaire leur métier de négociation de prêts, mais tant que vous aurez ces réglementations, vous aurez les valeurs en zone euro qui seront en difficulté. C'est pour ça qu'on ne voit pas de valeur en zone euro dans le classement. Et c'est donc cette valeur danoise qui est accolée à la zone euro, mais qui n'est pas dans la zone euro, qui devient la plus intéressante. Et à partir de ce moment-là, je vais vous raconter ça, vous conter son histoire, et vous faire voir que si cette valeur est aussi intéressante, c'est parce que simplement, le graphique, il parle tout seul. Et vous allez voir qu'il y a 3 grandes phases dans l'évolution de cette banque, je dirais, depuis le début du siècle, qui font dire que, hormis une grande crise, que pour l'instant on ne voit pas, cette société, il n'y a aucune raison qu'elle change son cap. Et ça, c'est intéressant. Donc on revient dans la situation du début du siècle où la valeur est à peu près, on est en couronne danoise, donc on est autour de 29. Et elle monte jusqu'au début de la crise financière à 240 avec, je dirais, une hausse assez exceptionnelle qui est pas du tout violente et surtout bien linéaire. Et ça, c'est intéressant. Et puis, la crise financière de 2008 a raison du cours et de sa hausse, mais finalement, elle redescend pas au plus bas. Ce qui a été le cas de énormément de banques. Elle est restée à un niveau de 62, ce qui est le double d'ici avant cette fameuse hausse. Donc, il y a une première idée de dire que c'est toujours intéressant. Ce qu'on va faire, c'est d'aller voir la suite parce que je dirais que diviser par 4, c'est toujours pas, c'est même par 5 à peu près. Enfin, en tout cas, de baisser aussi fort, c'est toujours aussi inquiétant, mais il y avait une vraie raison fondamentale et il est pas bête de dire que, même si vous auriez pas vendu tout en haut, mais que dans le mouvement, vous auriez pu comprendre que les banques, ça allait être fini pour un bon bout de temps. Et il se trouve que cette banque-là, ça n'a pas été si long que ça. Regardez bien. On repart vers une hausse, on ne redescend pas. Vous verrez que tous les graphiques des autres valeurs ne sont pas du tout comme ça. Et année après année, la société reprend un trend haussier assez fulgurant. Je vais aller au plus vite, comme ça vous allez bien voir. Là, on voit l'évolution depuis 2008 jusqu'à la crise de Covid où on a eu le crack du Covid. Mais regardez bien, cet oblique a été complètement suivi et respecté, je dirais, en clôture mensuelle, puisqu'on est sur des bougies mensuelles. Ça va continuer à monter. On est quand même repassé de 60. Je vous rappelle que l'ancien plus haut historique c'était 240 et on est monté autour de 400-500 couronnes danoises et on a fait une retombée et après ça a gigoté différemment, mais je vais vous faire voir la suite. Donc ça veut dire que cette valeur a déjà dans une phase d'amélioration du système bancaire global, mondial, etc. a déjà repris son allant en montant très fort et en multipliant quand même entre 60 et à peu près 500, elle a multiplié par 7 ou 8 quoi.
Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est pas la seule à l'avoir fait, mais ça, c'est déjà assez exceptionnel. Eh bien, je vais vous faire voir depuis le Covid ce qu'elle a fait. C'est absolument phénoménal. Et donc voilà la suite. La suite, c'est que l'accélération après le crack du Covid a été absolument dantesque, puisque le point bas est à peu près autour de 300 couronnes et on est maintenant à 1200 et vous ne voyez aucune fatigue du dossier. Et pour tout vous dire, je la surveille à peu près depuis la zone des 700. Et je vous cache pas que c'est assez compliqué. C'était assez compliqué pour moi de la prendre. Puis au moment où ça aurait été l'opportunité, j'avais d'autres chats à fouetter ailleurs. C'est pour ça qu'elle n'est pas dans mon portefeuille, parce que sinon je l'aurais peut-être et je l'aurais certainement pas vendu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez un mouvement qui, sur une vingtaine d'années, est absolument impressionnant. On va agrandir un petit peu le couloir pour que vous voyez un petit peu, mais vous voyez, il est parfaitement respecté sur les bornes hautes, les bornes basses. Alors, est-ce que ça va aller chercher le tout là-haut? C'est pas impossible. Est-ce qu'il faut l'acheter? J'ai envie de vous dire, vous avez la réponse. Ça me paraît compliqué au moment où il faut, et c'est pour ça que je préfère en parler maintenant, parce que les techniciens vous diront bah oui, effectivement, c'est pas le moment de rentrer cette valeur. Ça me permet juste de vous dire qu'elle existe, et puis peut-être qu'à un moment donné il y aura une opportunité pour la prendre. Mais on va refaire un zoom sur l'ensemble de son évolution, parce qu'à vrai dire c'est la seule, et c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est la seule qui a une forte liquidité, et je dirais un cours de bourse, hein. Elle est tradée, elle a beaucoup de volume d'affaires au quotidien, mais c'est la seule qui progresse et qui n'a jamais eu un marché vraiment baissier, hormis la crise financière. Voilà l'ensemble de son graphique, hein, donc j'ai envie de dire, ça même plus, il y a même plus d'intérêt de voir un petit peu les évolutions quotidiennes. Mais on vient de 30, on est aujourd'hui à 1200. Je me suis trompé, hein, c'est pas du tout x20, c'est juste 2 fois plus, c'est x40. Donc x40 en une petite vingtaine, enfin une grosse vingtaine d'années. Et bien sachez que c'est pour moi assez exceptionnel, puisque le classement que vous avez aperçu c'était 10 ans, donc sur 10 années, et bien faut savoir qu'en 2014 la valeur est déjà autour de 220, c'est-à-dire qu'elle a déjà fait presque x7 x8 par rapport à ce x40. Donc à vrai dire, si vous regardez bien en prenant une vingtaine d'années qui fait que vous avez bien la crise financière qui exprime clairement un moment de stress très important, vous avez clairement là une entreprise qui est résistante à quasiment tout ce qui peut se passer dans le monde. Je rajouterai par-dessus le marché qu'elle donne juste 1% de dividendes, qui augmente légèrement, mais ça n'a aucun intérêt, vous irez voir les vidéos sur ce que je disais, et tout simplement, c'est pour moi la valeur la plus résiliente, avec en plus une liquidité, la capacité de, je dirais, de trader, d'avoir du volume d'affaires dessus pour nos portefeuilles. Alors les très gros, eux, c'est très différent, mais nous, les particuliers, et je dirais les petites fortunes, il n'y a pas de souci sur le sujet, ça peut faire une ligne. Ce qui est important, c'est de bien entendre que c'est pas le moment technique. Ce qui est super intéressant, c'est que cette valeur est vraiment super résistante. Elle affronte toutes les crises de manière incroyable. Elle n'a jamais de problématique. Les taux d'intérêt bas, les taux d'intérêt hauts, elle s'en fout, tout va bien. Donc à partir de ce moment-là, moi je considère que cette valeur, c'est peut-être la banque la meilleure du monde. Et elle est danoise, et elle est PEable. Et j'ai failli oublier de vous dire son nom, elle s'appelle Ringjobing Landobank, et son code c'est RILBA. Rilba, voilà tout simplement, et vous la trouverez facilement sur tous les sites spécialisés. Voilà, j'en ai terminé avec cette partie de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des pouces et à mettre des commentaires sur qu'est-ce que vous pensez de cette valeur, et si vous en avez une autre à me proposer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ferai d'autres contenus sur le sujet, et si vous voulez les suivre, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche afin d'avoir la notification des vidéos futures sur d'autres sujets. On va enchaîner maintenant avec la partie habituelle de l'hebdo de Ricardo, c'est-à-dire la macroéconomie, et on va parler évidemment de l'intervention de Christine Lagarde la semaine dernière, et de la non-décision de monter ou de baisser les taux pour la Banque Centrale Européenne, et puis on parlera de tout le reste qui s'est passé pendant ces 2 semaines. Allez, c'est parti. Et on attaque avec la semaine dernière, mercredi. La semaine a commencé tard avec mercredi, le 10 avril, et on a eu une semaine dernière qui a été très intense, contrairement à celle de cette semaine-ci. Et on a commencé par l'inflation américaine, les IPC. Et qu'est-ce qui s'est passé sur les IPC? On a eu une remontée. Faut pas exagérer, on a une remontée de l'IPC annuel de 3,2 à 3,5, et on a globalement sur le mensuel, on est resté à peu près stable. On va dire que le pétrole a un petit peu aidé, et puis la partie corps a un peu monté, ce qui a pas plu au marché, et je vous dis que effectivement depuis 2 semaines, ça baisse clairement, et donc ça a aidé un petit peu à conforter cette idée de correction sur les marchés dont on avait besoin clairement, et qui permettent de
d'entériner l'idée que les taux d'intérêt ne baisseront pas, mais on va revenir dessus dans les minutes qui suivent. On enchaîne avec jeudi où l'événement de la semaine, hein, c'était la décision de la BCE. Est-ce qu'ils baissent les taux ou pas? Elle les a pas baissés, ça c'était à peu près prévu. Par contre, je m'attendais et j'invite mes abonnés Dynamic Invest à qui je fais aussi des informations en direct sur la macroéconomie, fait partie du service aussi, à vous dire que j'avais vu dans le mille parce que j'attendais de Christine Lagarde de nous expliquer ce qu'elle allait faire par rapport à la Fed et est-ce qu'elle allait se désolidariser ou pas de la Fed, et elle l'a dit. Elle a dit clairement qu'elle ne dépendrait pas de la Fed, etc. Donc pour moi, elle prépare le terrain pour une baisse de taux certainement dès le mois de juin. On verra bien ce qui va se passer, mais j'ai du mal à penser qu'en Europe, on reste avec des taux d'intérêt aussi élevés. Pas une grande baisse, hein, que ce soit clair, mais de donner un petit coup de main. Et si elle le fait pas en juin, c'est parce que certains ne veulent pas, mais pour moi, elle est censée le faire avant les Américains, très clairement, et si elle le fait pas, elle fera à la rentrée, on verra bien, mais pour moi, la tendance, elle est là, c'est en Europe, on baisse les taux, on commence à baisser les taux avant les Américains, pour un tas de raisons que je ne reviendrai pas dessus, mais qui me paraissent tellement évidents que je vois pas pourquoi ce ne serait pas comme ça. Voilà, puis on a juste en dessous l'inscription hebdomadaire au chômage qu'on aperçoit. Bon, strictement rien, un petit ralentissement, mais c'est quelques milliers d'embauches, c'est strictement que dalle par rapport à ce qui nous intéresse. Et on a aussi une stat des prix à la production qui est en faiblesse, on va dire, sur les Américains, mais c'est pas une stat qui est très importante. Enfin, elle l'est, mais sans l'être vraiment, quoi. Donc on verra bien ce que ça donne. Et on voit ici le discours de Lagarde auquel j'ai fait référence. Et c'est vendredi qu'on a terminé la semaine avec des chiffres inflationnistes de l'inflation qui me paraissaient qui ont été finalement validés, puisque c'était les prévisions qui étaient données ici, et elles ont été validées sur le mois de mars, février-mars, sur l'Europe, et notamment l'Allemagne et la France, qui sont importants, avec une forte baisse, un effondrement en France, et qui augure évidemment des chiffres européens, puisque la France est un grand pays de l'Europe. Lundi, on a rattaqué tout de suite avec les ventes. Ça, c'est assez rare qu'on ait des stats importantes le lundi, mais on a eu ça chez les Américains avec la vente au détail. On va remonter un petit peu jusqu'à la fin. Et on a eu donc les ventes au détail qui, elles sont parties à la hausse, ce qui fait que les taux d'intérêt longs sont repartis à la hausse. Les marchés n'ont pas apprécié. On est en correction et voici pourquoi ça continue, je dirais, dans le sens négatif. C'est que enfin on considère que les taux d'intérêt qui montent, c'est quelque chose d'important et qui fait baisser les actions. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc à partir de ce moment-là, vous avez la vente au détail qui se tient beaucoup plus fort que prévu, 0,5, 0,4 prévu, et puis finalement ça fait 1,1 et 0,7. Et voilà, c'est assez clair, hein. C'est surprenant. Alors c'est bien pour l'activité, mais pour les taux d'intérêt, c'est pas bien. Et donc pour les actions, c'est pas terrible. Et on continue la semaine avec le PIB de nos amis chinois. Alors, PIB certainement trafiqué, encore une fois, mais bon, il sortirait un peu meilleur que prévu, à 5,3. Moi, je maintiens, quand je vois les chiffres sur l'inflation chinoise, je maintiens que nous sommes en déflation en Chine, et je maintiens que ces chiffres sont pas tout à fait vrais. Je maintiens aussi l'idée que l'inflation ne peut plus vraiment monter, notamment sur le manufacturier, parce que les Chinois vont faire du dumping. Et le dumping, pour moi, c'est l'arme fatale des Chinois quand ils se sont développés pendant des années, et je pense qu'ils sont en train de s'y remettre de telle manière à reprendre des parts de marché. C'est un classique chez les Chinois. Donc on devrait avoir sur le manufacturier une baisse de l'inflation assez rapide et assez importante, je dirais dans les semaines, dans les mois qui viennent. Ça me paraît tellement évident que bref, chacun fait comme il veut. Moi je vois ça comme ça. Et puis mercredi, alors comme j'enregistre jeudi soir, c'était hier. Mercredi, on a eu quelques éléments qui ont conforté un peu tout ce que je vous disais. Donc l'inflation européenne qui s'est retrouvée à baisser, hein. Donc c'est bien la France qui tire vers le bas et qui continue à baisser tranquillement. Oui, on est en récession globalement. La France va pas y manquer non plus, hein. Ça devrait venir ce sera pas grand chose, mais on y va, quoi, tout simplement. Et très sincèrement, je pense que Christine Lagarde, voyant ça, elle est dans la logique de baisser au moins de 0,25 points les taux. Moi, ça me paraît totalement logique, et on verra bien ce qu'elle en dira. Mais pour moi, il y a des indicateurs très clairs sur l'Europe qui disent que il faut baisser les taux. En tout cas, si ce n'est de tenir le dollar. Et c'est la seule raison qui l'a fait tenir le dollar, puisque le dollar, je le rappelle, on achète avec le dollar, on achète le pétrole.
Et à vrai dire, si on baisse les taux d'intérêt, l'euro va baisser et on va importer de l'inflation. Donc c'est pour ça que, j'ai envie de dire, elle a besoin d'une inflation très faible en Europe pour pouvoir justifier la baisse des taux, ce qui lui permettra d'avoir un peu plus d'inflation en Europe. Si elle est très faible, cette inflation, bah, tout ira bien. Et on n'est pas loin de 2. Donc, elle devrait agir assez rapidement, à mon avis. Voilà pour ce qui est de cette partie-ci. Et puis donc, aujourd'hui, jeudi, mais vendredi, il n'y a strictement rien. Donc, on termine la semaine ce jeudi, une fois n'est pas coutume, avec les inscriptions au chômage qui sont stables, hein, donc tout va bien sur le sujet. Et l'indice manufacturier de la Fed qui est supérieur, bien supérieur à ce qui était prévu. Bon, j'ai envie de vous dire tout simplement, les États-Unis, les usines se mettent en route, tout va bien. Et la crise du logement aux États-Unis, elle n'existe pas. Voilà pour la partie macroéconomique, puis on va voir tout de suite les conséquences que ça a eu sur les indices depuis 15 jours. Je vous rappelle, j'avais lancé un short sur Darwin X0 me concernant sur le Nasdaq 100, et on va aller voir ce qu'il a donné. Je peux vous dire déjà que c'est très intéressant de voir que j'ai eu un bon timing. Allez, c'est parti. Alors, on attaque tout de suite avec notre cacounet préféré qui est toujours en lévitation, j'agrandis, voilà, et qui est en train de nous faire un mois pas terrible, alors que le mois d'avril est toujours très bon, et là, c'est pas le cas. Enfin, toujours, pas toujours, mais souvent très bon. Et donc, on a un rebond qui est en train de se mettre en place, mais sincèrement, on a bien corrigé. On va aller voir en hebdomadaire, vous allez voir, c'est beaucoup plus clair. Donc, voilà l'hebdomadaire. Donc, ça y est, c'est fini. L'oblique, elle était cassée, il n'y a pas eu de pullback dessus, donc elle n'a pas d'intérêt. On va la supprimer tout de suite. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit que sur la semaine, alors je suis jeudi soir, j'ai encore vendredi qui n'est pas fait, mais ici on a eu un beau rebond sur l'indice, donc j'ai envie de vous dire que ça commence à être intéressant. Je vois quelque chose, je vais regarder vite fait s'il n'y a pas une oblique qui vient de se mettre en place. Alors non, pas du tout. Par contre, j'ai peut-être un début de couloir haussier, puisque j'ai des bornes qui ont été touchées ici et touchées là, je ne l'avais pas vu. Sincèrement, ça peut revenir, aller chercher ici, et ça serait bien que ça valide, puis ça partirait vers le haut. Je sais pas trop, mais bon, intéressant. Je vous le laisse, on verra bien ce que ça donne, on verra bien dans le futur. On va le mettre en pointillé quand même pour bien marquer le fait que c'est une hypothèse. Voilà, donc on va aller passer sur le journalier, vous allez voir que c'est très intéressant. Alors je vais agrandir, c'est vrai qu'il a une belle tête notre couloir. On verra bien s'il est pertinent, parce que le rebond là me paraît un peu pas terrible. On va voir ça, on verra ça plus tard, mais pour l'instant on va agrandir sur ce qui s'est passé les derniers jours. Donc on s'est quitté, je dirais c'était vendredi, c'était le vendredi, on s'est quitté ici, il y a eu un pullback ici, je vous avais mis une oblique, c'était une résistance avec un pullback potentiel, c'était le moment où il fallait vendre, c'était autour de 8130, et ça a marché parfaitement, et on a baissé jusqu'à 7900. 7900, c'est logique qu'on rebondisse, puisqu'on a, et on va le noter tout de suite, un magnifique support qui s'est révélé être parfait. C'est pas facile de les choper parce que, à vrai dire, vous avez une ouverture un matin avec un grand gap et hop, ça t'est racheté. Mais la mèche d'hier avec LVMH qui a donné ses résultats, le rebond d'aujourd'hui, c'est un peu gloubi-boulga. J'ai envie de vous dire méfiance. Il y a peut-être un petit couloir baissier qui s'est mis en place et je suis pas convaincu qu'on en sorte encore. Je vais vous l'écrire, un couloir baissier dans un couloir haussier. Je sais, certains vont trouver ça compliqué, mais c'est logique. Voilà, je pense que c'est celui-ci qui aura, c'est mon avis, en tout cas. Donc c'est pas gagné que ce rebond soit le meilleur du monde. C'est ici que ça va se passer, on verra demain, pour repartir un peu à la baisse, travailler et peut-être repartir vers le haut. On verra bien, en tout cas pour l'instant c'est la correction. Ça a demandé à le faire et on a d'un bout à l'autre, on a fait combien ? On a fait 4%, c'est quand même très faible, qu'on soit très clair, c'est très faible, donc c'est vraiment à peine une correction. On verra bien ce que ça donne dans le futur. Allez, on passe au DAX, on va aller voir ce qui s'est passé en Allemagne, si ça a suivi. C'est magnifique. Voilà, c'est splendide, c'est vraiment... des fois, la technique, c'est quand même assez excitant parce qu'on voit clairement les choses. Alors, je suis en journalier, parce que ça sert à rien d'aller un peu plus bas, mais on est venu taper ici, on travaille ici. J'ai envie de vous dire, allez, on se la passe en vert, on verra bien. Voilà, ça devient un support, c'est une oblique long terme qui vient de très loin, et elle est travaillée. Alors, si c'est cassé, ça ira chercher l'autre suivante, mais pour l'instant, elle résiste bien. Mais ce qui me fait aussi dire qu'il faut faire attention, c'est qu'on avait une oblique ici, qu'on a bien tracée, et elle a été très bien travaillée. Regardez, j'agrandis. On vient toucher dessus, on fait un rebond, on fait un premier rebond, et bam, on casse. On revient presque dessus et on repart. Donc voilà, le DAX est un peu moins bonne santé. Mais on voit encore une fois, je ne vais pas le tracer là, mais on voit aussi le couloir baissier qui s'est mis en place. C'est vraiment algorithmé, qu'on soit clair. Les robots sont à fond dedans.
Donc je suis pas plus inquiet que ça. J'ai pas un sentiment plus inquiet que ça. Je trouve que c'est hyper algorithmé. Et à partir de ce moment-là, ça repartira fort. À mon avis, ça pourrait repartir fort pour une dernière jambe de hausse avant le sell in May and go away. Mais c'est pas gagné, hein, c'est pas sûr, j'ai peut-être tort, j'en sais strictement rien. Mais en tout cas, ça se travaille ici. C'est ici que ça se passe. Et on est jeudi soir, on verra bien vendredi. Et vous en conclurez ce que vous voudrez avec la journée de vendredi. Allez, on bascule sur les États-Unis, puisque les États-Unis sont ouverts actuellement. Et c'est aussi très intéressant ce qui s'y passe. On va aller voir le Dow Jones tout de suite. Voilà, donc ça y est, on a cassé. Hein. Généralement, ça casse violemment. Hein, quand ça monte fort, et ça casse violemment. Et on cherche des points de contact. On verra bien lesquels ce sera. Mais je dirais que la petite oblique que nous voyons ici, elle est à oublier. On en va en trouver une tout de suite rapidement après. Mais celle-ci, on peut l'oublier. Voilà, je vous en trace une. On verra bien si celle-ci, elle est bonne. Peut-être que j'ai tort. Hein, j'en sais strictement rien. On peut faire une parallèle ici. Vous voyez, on peut faire une parallèle comme ça ici. Je la note pas, hein, je la bloque pas, mais on peut... ça peut arriver que ça rebondisse, que ça reparte, mais bon, les bougies sont bien rouges. Alors, petit rebond, mais ensuite, ça reviendrait, je pense que ça redescendrait. Allez, je vais aller voir un journalier, on va aller voir un journalier ce que ça donne. Ouais, donc c'est algorithmé aussi, hein. On voit que c'est des algorithmes, hein. Ça suit un couloir hyper serré, comme ça, là. Pour moi, c'est très algorithmé. Donc, les algorithmes vont acheter les niveaux importants. Il y en a un ici, à 37 120. Donc on est à 37 950, bon, j'ai envie de vous dire encore 2%, enfin c'est vraiment que chic, il n'y a strictement rien, et je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a un gap là, un petit gap, tiens celui-là on va le noter, parce que lui, quand ça va revenir dessus, c'est pas impossible que ce soit le moment où le marché va décider de se retourner. On verra bien, il est noté, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça respire. Ça, moi, je trouve que ça respire de manière saine, hein, qu'on soit très clair. Donc, à partir de ce moment-là, tout va bien. Allez, on enchaîne avec le Nasdaq 100. On va aller voir ce qu'il donne. Déjà, en hebdomadaire, on a clairement une bougie qui est pas jolie du tout. On a encore une journée hein, pour se rattraper un petit peu. Mais ça, c'est en train de racheter sur un niveau pas trop bête, là, autour de 17 380. C'est remonté à 17 529 au moment où je vous parle. Et on va aller voir si mon short Nasdaq a fonctionné. Faut pas shorter le Nasdaq, hein. Faut sincèrement laisser faire les pros là-dessus parce que c'est assez dangereux. Mais on va aller voir un petit peu le résultat puisque je l'avais fait en enregistrant. Et c'était vendredi soir que j'avais enregistré, le vendredi 6 de mémoire. Et donc voilà le graphe. Alors, bien sûr, le couloir là, il était cassé. Hein. On va mettre ça à jour. On a un petit pullback qui est pas tout à fait parfait. On va se réajuster dessus. Par contre, ce qui est très sympa, c'est que on va aller regarder tout de suite le plan de trading que je m'étais fait en direct de l'enregistrement. On était ici autour de 18 200 points. Et vous voyez, hein, on est arrivé à peu près ici. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est rachat de short. Hein. On coupe la position et on encaisse. Donc là, il y a 3-4%. Au moment où je vous parle, là, il y a 3,7%. Et au max, on a fait 4,43%. Ce qui est important dans ce que je vous raconte, c'est qu'on compte plutôt en points, hein, qu'on soit clair. Donc 800 points, c'est énorme hein, sur le Nasdaq en baisse. Enfin, c'était bien timé. Je suis assez fier de moi. Et j'invalidais au-dessus de ça et ça n'a pas été au-dessus. Pourtant, là j'ai eu peur. J'ai eu peur que je me fasse sortir, mais ça n'a pas été le cas. Voilà pour ce petit plan de trading. Alors globalement, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que bon, on a des niveaux assez importants autour de 18 340 qui se sont manifestés. Ici, on a je suis pas encore convaincu qu'il faille écrire quelque chose de graphique. Hein. C'est moins algorithmé. Par contre, vous voyez, les bougies sont bien rouges, les vertes sont pas terribles et elles recommencent. Donc, on a quand même un comportement pendant les séances où ça vend, où ça vend, où ça vend. Et ça a besoin de valider ça. Hein. Ça a besoin de valider, de baisser. Ça a besoin d'aller reconstruire quelque chose d'autre ailleurs. Je trouve que, en ce qui concerne, moi en tout cas, ce qui concerne ce que je fais avec les abonnés, entre nous, le portefeuille il se porte beaucoup mieux que ça, mais on est sur des valeurs qui ont des belles dynamiques et qui ne corrigent pas beaucoup. Donc voilà, c'est la qualité, je dirais, de tout ce que je fais, c'est que par moment on arrive à surperformer le marché dans la baisse, et c'est aussi un élément très important dans la construction de votre portefeuille et de la performance de l'année. Voilà, j'en ai terminé avec. Voilà, je fais un petit update parce que j'ai enregistré jeudi soir, juste avant les événements qu'il y a eu en Iran-Israël. Donc,
La clôture sur l'Europe est à peu près bonne, hein, donc il n'y a pas un grand stress. Le pétrole ne monte pas vraiment, donc là aussi il n'y a pas de notion de grand stress. Il y a juste le Nasdaq qui continue à corriger au moment où j'enregistre le petit update. On verra bien, mais pas grande panique entre guillemets. Bon, les portefeuilles baissent légèrement, en tout cas en ce qui me concerne, sur Dynamic Invest aussi, mais pas beaucoup plus que ça, donc pas d'inquiétude, je dirais, par rapport à ce qui se passe. Il y a juste à surveiller s'il y a une bombe nucléaire qui tombe sur la tête des Israéliens ou des Iraniens, mais ça m'étonnerait que ça arrive. C'est de la gesticulation, enfin envoyer des drones, c'est quand même envoyer des moustiques sur un éléphant. Voilà, et je vous laisse reprendre la vidéo là où elle était. Les indices, on va enchaîner avec la deuxième partie de la vidéo, hein, celle sur les valeurs, celle qui vous apprécie. Il y a eu beaucoup de valeurs. Et je vois que les gens s'intéressent beaucoup aux semi-conducteurs dans ce qu'on m'a fait étudier. C'est très intéressant. Et puis on va voir 2-3 dossiers qui sont au fond du trou. On verra si c'est des daubes ou pas. Vous allez voir que, comme d'habitude, hein, je fais pas de cadeaux entre guillemets, hein, pas à vous évidemment, mais aux valeurs et aux entreprises que nous étudions. Il faut pas en faire, hein. La bourse, ça fait pas de cadeaux, c'est pas les bisounours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'apprécie que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre cette partie de la vidéo, et surtout qu'il y ait beaucoup plus de femmes. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus cette fois-ci. Allez, c'est parti pour cette partie-là, juste après le disclaimer et la biblio, comment ça fonctionne. Surtout, n'oubliez pas ça, parce que ça vous évite d'aller chercher, de me demander des dossiers qui ont été étudiés il y a peu de temps. Allez, c'est parti. Ciao. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis pour compléter, je vous rappelle que je ne fais pas de valeurs américaines dans cette émission. On va attaquer directement avec Gaël qui m'a demandé Inat Pharma, qui m'a inspiré pour la vidéo de la semaine dernière que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas encore vu. Mais on va faire un petit topo rapide sur Inat Pharma immédiatement. Et donc la première réflexion que j'ai envie de te dire, Gaël, c'est tu t'as vu la vidéo, je sais que tu l'as vue, donc tu iras la voir de nouveau si tu veux, mais ce qui est important, ce qu'il faut que tu entendes, tu vas voir que c'est assez rigolo. Enfin non, c'est d'une tristesse absolue, c'est que cette boîte, je crois, depuis que je fais les marchés financiers, je ne l'ai jamais vu gagner de l'argent. Jamais. Alors la question c'est comment on peut acheter des mouvements comme tu vois ici, là, complètement exagérés. On est hebdomadaire, hein. Et on en voit dans l'histoire de manière assez importante, ça n'a jamais gagné d'argent. Donc comme quoi il y a une relation assez curieuse entre le cours de bourse et les bénéfices potentiels que l'entreprise fera, car elle n'en a jamais fait, elle n'en fera jamais. Selon moi, ça fait trop longtemps que ça dure ces âneries, et graphiquement, j'ai envie de te dire que tout est bien exprimé dans ce que tu viens de voir. Allez, on va regarder un peu plus près s'il y a des choses à faire, mais bon, t'as bien compris que c'est juste pour la forme. Ce qui est certain, c'est que on est en fin de figure ici, donc tout le monde pense que ça va passer. Bah regarde bien la dernière semaine, bim, j'ouvre au-dessus. J'enregistre jeudi soir, hein, donc on soit clair. Je suis en train de clôturer en dessous, ça s'appelle un avalement baissier, donc ça va aller tatiller ça ici une énième fois. Moi je te le dis, hein, c'est peut-être pas sûr que mon oblique soit exactement ici, hein, elle peut être légèrement plus haute, hein. Tiens, je vais la remonter exprès pour... tu vois, elle peut être ici. Ce qui est sûr, c'est que si ça passe un peu plus bas, c'est reparti pour une nouvelle baisse, machin. Enfin, 2,17 €, t'as largement de la possibilité, hein. Ça peut valoir même pas 1 centime, donc ça peut perdre 99% de sa valeur. Voilà, moi, Inat Pharma, ça m'intéresse pas. Puis même si ça me donne tort en partant vers le haut, c'est sur une news, encore une news en carton, qui ne m'intéresse pas, mais je reviens pas sur le sujet de la semaine dernière. Je te remercie, Gaël, en tout cas, tu m'avais inspiré un petit peu pour faire le sujet de la semaine dernière.
Donc du coup, bah, je passe assez rapidement, mais fondamentalement, voilà, j'ai tout résumé, j'ai jamais vu la boîte gagner d'argent. Et je te confirme que ça continue comme ça, encore au moment où je te parle. On va juste faire une parenthèse sur la vidéo de la semaine dernière, par exemple, je vous disais qu'il y avait un cas d'exception, c'était quand la valeur avait obtenu des fonds de laboratoire privé qui s'appelle la Milestone, et Midincel en a touché, elle a décalé, mais on peut... tiens, on va aller voir vite fait le graphe, histoire de faire une petite parenthèse, vous allez voir que c'est pas gagné, mais c'est celle qui pourrait être peut-être la plus intéressante. Allez, on va aller voir Midincel, histoire de faire une parenthèse. Voilà, donc Midincel, juste histoire pour la forme. Donc elle a accéléré très fort suite à la vidéo, comme s'il l'avait fait exprès, mais non, il y a eu une news avec beaucoup de volume, et puis une grosse accélération, mais ça tape, ça bute, ça se fait refouler, et j'ai une oblique ici qui me paraît intéressante, donc pour ceux qui ont une position sur Midincel, c'est peut-être la plus intéressante de toutes. C'est des zones, plus que des points précis. Mais on verra si à la fin de semaine ça se valide autour de ce prix-là. Hop, j'agrandis ici autour de 10,80 €. Mais ça a buté à 11,70 et voilà, la raison graphique la voici. Voilà, mais la news est plutôt pas mal. Ça m'étonne même que ça décale que de 20%. C'est curieux. Ça m'étonne que Midincel ne monte pas. C'est pour ça que je suis méfiant malgré tout. Voilà, c'est pour ça que je la regarderai pas plus que ça, je vous fais juste de l'information. Allez, on enchaîne avec Charles qui m'a parlé de STM, une valeur que j'avais analysée, et on va aller voir où on est le graphique puisqu'il me sollicite sur le sujet. Alors STM Microelectronics, ouais, tu me disais qu'on arrivait sur des zones intéressantes, oui, pourquoi pas, mais il faut que tu aies une réaction, et regarde bien, alors le mois est pas fini, on est en mensuel ici, effectivement on est à peu près sur le couloir qui peut se faire, il est peut-être pas tout à fait parfait, il s'exprimera un peu plus peut-être dans les semaines qui viennent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut attendre une réaction, parce que je vais te mettre à jour, on va faire un jeu de mise à jour, tu vas voir que c'est pas obligatoirement l'endroit où il faut acheter, parce que ça peut aller plus bas. Allez, on va aller voir un hebdomadaire, tu vas voir ce que je veux dire. Donc voilà l'hebdomadaire, oui c'est évident, ce niveau de prix est évident, alors on est jeudi, donc il y a encore une journée pour batailler, pour aller fermer et clôturer juste ici autour de 38, on n'est pas très loin, donc c'est parfaitement jouable encore. Les semi-conducteurs, ils souffrent en ce moment, qu'on soit clair, donc on verra bien ce qui se passera, et l'idée c'est de peut-être te faire un nouveau scénario au cas où tu aurais tort, ou j'aurais tort, enfin c'est surtout moi qui aurais tort, qui fait qu'il faut toujours avoir de la mesure sur un support et dire voilà, Ricardo c'est un Jésus, non, je suis pas Jésus du tout moi, je fais des suppositions, et la supposition que je vais te faire, on va la prendre note, on va distinguer les deux, comme ça tu vas voir qu'il peut y avoir un écart important. Voilà, je te l'ai mis à jour, j'ai cette petite ici qui peut être là, ça veut dire c'est ici que ça travaille un petit peu, donc tu peux avoir avec un point de contact ici, ça peut être sympa. J'ai envie de te dire, c'est des options, tu vérifies, tu regardes, tu observes et tu vois où ça passe. Mais c'est une zone, qu'on soit clair que c'est une zone, c'est un endroit où, et puis je vais t'en tirer une deuxième, histoire de faire, ça va être pas très propre, mais c'est pas grave, c'est pour l'éducatif. Voilà, il y a celle-ci qui peut aussi s'engendrer, et je dirais, j'ai envie de te dire, dans l'esprit du marché actuel, c'est plutôt celle-ci qui me plairait, à voir en tout cas si ça veut, parce que après il y a des niveaux intéressants, il y a celui-ci autour de 32,80, et puis après il y a 29,90, mais on peut parfaitement clôturer et repartir vers le haut. J'en suis pas très convaincu vu ce que je ressens des marchés actuellement. Voilà pour toi Charles, mise à jour. Évitez de m'en faire des trop proches, je rappelle que STM est dans le CAC 40, donc voilà, évitez-moi les valeurs, les grosses valeurs que je traite régulièrement. Vous avez la biblio comme vous l'avez appris pour pouvoir trouver les valeurs. Ensuite, on va enchaîner avec Stéphanie. Merci Stéphanie. Tu m'as demandé Pizzorno, je l'ai déjà faite, donc je change pas d'avis sur le sujet. Je t'invite à aller voir la vidéo sur laquelle je me suis exprimé dessus. On va aller voir le dossier que tu m'as proposé qui s'appelle aussi Exaconta. Et on va très rapidement faire son analyse. Alors Exaconta, c'est un dossier qui en termes de fondamental, c'est un dossier intéressant qui part de plus bas à 40 € et qui est actuellement à 168. Mais nous sommes sur des bougies mensuelles et ça doit vous interpeller de voir la curiosité de ces bougies. On a un petit peu de dividendes sur le dossier qui peut donner un petit peu de beurre dans les épinards, mais qui change pas les décisions et qui pour moi n'est pas l'essentiel du sujet sur ce dossier-là. Vous allez vite voir ce que je veux vous dire et vous allez vite comprendre pourquoi même si ça monte, je suis pas du tout fan du dossier. Allez, on va aller voir un hebdomadaire, vous allez commencer à comprendre. Alors en hebdomadaire, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des petits bâtonnets tout bizarres, il n'y a pas de mèche, ça n'a pas l'air construit, il y a plein de trous partout. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien regardez bien, ça se passe au niveau des volumes. Alors, on va prendre là un peu au hasard ici, 140 unités, 81 unités dans la semaine. Ici, il y a eu quoi? Il y a eu 250. Enfin bon, bref, vous avez compris. Il n'y a pas de volume sur cette société. Il n'y a pas d'affaire. Alors ça marche bien graphiquement. On voit bien la tasse, la hanse, l'accélération, c'est super.
Donc vous pouvez le faire, mais c'est pour les tout petits comptes et ça peut durer très 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 longtemps où il se passe rien, puis un jour bim bam bam boum et il y a personne en face parce qu'il y a vraiment personne en face. Je t'invite, si tu veux bien, Stéphanie, à aller voir ma vidéo concernant le carnet d'ordre et tu verras pourquoi je parle de ça. Et ça, c'est un carnet d'ordre qui est totalement vide. Donc méfie-toi, il y a strictement, personnellement, je ne traite pas ça, je n'investis pas sur ça, je les fuis. Je les fuis personnellement. Voilà, ça reste une belle boîte, mais on peut faire autre chose. C'est quand même pas excitant, Exaconta, Clairefontaine, tu m'excuseras, mais des cahiers. Alors, dans l'esprit, c'est pas bête, d'être à contre-courant de la mode, de l'informatique et compagnie. Voilà, mais parfois la rébellion, c'est en bourse, c'est pas trop. On est des moutons plus qu'autre chose. Donc la rébellion, faut y faire attention. Mais il se trouve que Exaconta, c'est pas trop mal. Voilà, et si tu voulais vraiment y aller, faudrait que ça revienne chercher ce niveau-là. Il est en rouge, on va le changer. On le met en vert parce que c'est un support. Donc voilà, peut-être que, hop, j'avais dit toi, ici ça peut, mais c'est pas très clair, c'est pas clean. C'est ça qui est pénible sur ces valeurs-là. Et enfin voilà, pas du tout. Allez, on va regarder en journalier histoire de finir le truc. Vous allez vite voir, vous allez vite comprendre. Voilà, il y a plein de jours du mois où il se passe rien. C'est juste une cotation. D'ailleurs, je me demande si c'est pas une cotation. Si, ça c'est une cotation qui n'est pas au continu. Ça, c'est une cotation fixing. Donc franchement, on fuit, on s'en va et on va pas du tout vers ce type de valeur-là. En tout cas, ce qui me concerne, je n'en ai jamais dans mon portefeuille, jamais. Allez, on enchaîne avec une autre valeur, une petite société française qui est intéressante que Lorraine m'a demandé. Alors les femmes, merci. Il y a beaucoup de femmes qui apparaissent depuis la vidéo sur les tradeuses. Merci Lorraine de m'avoir proposé SAMC, on va aller voir ça tout de suite. Alors il se trouve que SAMC je l'avais déjà étudié et j'ai laissé ça tout propre comme c'était. Donc on devait certainement se situer dans cette partie-ci et tu vois, on est en mensuel et tu vois que j'avais tracé une oblique, j'étais pas sûr, elle était en pointillé et il se trouve qu'elle n'a pas été respectée. Donc on va mettre ça à jour tout de suite. Voilà, et puis on verra bien si celle-ci est respectée parce que ça retombe et je te fais juste un truc comme ça, mais regarde bien, il y a un dôme là, un rounding top ici. Voilà. Et ça, faut faire attention à ça. Ça peut t'envoyer plus bas. Bon, tu verras bien ce que ça donne. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut faire attention à SAMC. Ça a l'air de fatiguer, sachant que, bon, sur la caractère investisseur, je te fais voir juste un truc. Là, il y a pas mal de dividendes quand même. Donc, il faut quand même admettre que le dossier est intéressant. C'est un beau dossier, c'est une belle entreprise qui se développe bien, qui est sainement gérée. Il n'y a aucun souci sur le sujet, mais moi, j'aime pas ces valeurs-là parce que ça bouge pas très vite, ça bouge pas très fort. On est en mensuel, on va aller voir en hebdomadaire, tu vas voir que c'est assez calme. Et ben, on retrouve mon analyse. Alors, c'est du temps que je mettais des petits bonhommes. Et on devait pas être loin d'ici. J'avais tracé cette oblique, tu vois, ça a remonté, ça touché et j'avais dit au-dessus c'est positif, en dessous c'est négatif, on devait être par là et à mon avis sinon j'aurais pas fait autre chose, voilà, et on avait une zone intéressante qui a pas été très bien respectée, tu vois, et puis hop c'est reparti, mais ça va pas chercher le plus haut, comme je te disais, on est en train de se retourner tranquillement, les plus hauts n'arrivent pas à faire du plus haut. On est sur une zone ici graphiquement intéressante, mais j'ai envie de te dire, là ici il y a des volumes importants à la vente. Donc, faut faire attention. Il y a peut-être des choses qui se passent pas très bien sur SAMC. Je vais aller voir vite fait les fondamentaux pour te raconter la suite de l'histoire. Ouais, je suis pas fan. Pas fan. Pas impossible que ça se retourne. Le bâtiment va pas très bien, on le sait tous. Ça construit beaucoup moins. Donc, à un moment donné, SAMC qui fait du matériau de construction doit en subir les conséquences, malgré le fait qu'ils disent qu'ils vont augmenter leurs affaires. Je suis quand même assez douteux de ce qu'ils ont sorti comme chiffre à côté. Voilà, les analyses sont pareilles. Donc, bon, on s'abstient. Personnellement, moi, ça m'intéresse pas. Et je t'invite à être méfiante sur ce dossier, voilà, sur SAMC. Et puis on va enchaîner, si vous voulez bien, avec Frédéric qui m'a demandé un dossier que j'aime pas du tout depuis très longtemps, on va dire, je le comprends pas. Mais on va essayer de voir si je vais finir par le comprendre. Il s'appelle Lacroix et on va voir ça tout de suite. On va essayer le graphe de Lacroix, donc en mensuel. Je vais avoir un souci là, parce que ça c'est pas du tout ce que j'aurais dû tracer. Ouais, voilà, c'est plutôt à ça que ça ressemble. On va regarder vite fait les dividendes. Ah, c'est pas mal les dividendes, ça a distribué pas mal de dividendes, ça en donne beaucoup moins et c'est pas illogique puisque la boîte a moins de facilité à en distribuer et ça peut. Alors ceux qui ne comprennent pas, vous allez voir la vidéo sur les dividendes et vous saurez tout sur ce que je viens de faire. On arrive sur zone, c'est pour ça que tu me la demandes. Ouais, écoute, je suis pas fan de Lacroix, je suis toujours pas fan et puis. Finalement, ça me donne raison, parce que quand ça monte, il faudrait espérer que ça latéralise, puis que ça continue à monter, et puis ça le fait pas, ça se recasse la figure, c'est très erratique. J'aime pas du tout leur business model, je trouve pas du tout intéressant. Et voilà, donc
On va aller voir un hebdomadaire, mais tu verras que j'ai le même avis sur ce sujet-là. Alors, on voit que j'avais déjà travaillé le dossier, on va le mettre à jour tout de suite. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y avait eu ce décalage ici, hein, qui fait que ce petit couloir là que j'avais émis la possibilité, il a été cassé violemment, hein, sans aucun intérêt pour même revenir faire un petit pullback. Et badaboum, voilà, faut attendre. Et ils annoncent des choses très sympas pour l'avenir, mais à mon avis, ils les tiennent pas. C'est pour ça que le marché n'y croit pas. Et quand le marché n'y croit pas, eh bien, faut lui sauter une bonne descente. Et minimum à arriver ici, mais donc il y a encore 15%. Mais ça peut aller encore plus loin. 15% ici, donc t'imagines déjà le chemin qu'il a fait. Et tous ceux qui ont dit, ouais, c'est pas cher, ça remontera bien un jour. Vous savez, les phrases que je déteste par-dessus tout. Celle aussi, la phrase j'y crois. Ça, c'est une phrase que je trouve assez incroyable. J'y crois. Ouais. On n'est pas à la messe, les amis. On croit pas, hein, on constate. Voilà pour la croix, et je vais mettre à jour avant de passer à la valeur suivante. Donc voilà, Frédéric, merci pour m'avoir fait faire une analyse, une révision du dossier La Croix. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec Clément qui me demande une analyse sur Infineon. Tout le monde veut que les semi-conducteurs montent. Hein. Vous me parlez de STM, vous me parlez d'Infineon. Ah là là, vous voulez que ça remonte, ou vous êtes dedans, je sais pas, mais... Allez, on va aller voir ça tout de suite. Et je te mets Infineon sur longue période. Effectivement, ça remonte Infineon après des années bien difficiles, et ça fait un petit moment... Hop, j'agrandis, ça fait un petit moment qu'on est dans une sorte de couloir long terme concernant Infineon, et j'imagine que tu es intéressé par l'idée de dire « Ouais, ça va rebondir ». Ouais, peut-être pas, hein, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Infineon, c'est un dossier que j'ai beaucoup aimé au moment où il fallait l'aimer. Tiens, ça c'est pour votre information. Je l'ai aimé globalement ici, dans cette partie-là. Et là, j'ai commencé à plus l'aimer. Et il se trouve que j'ai un peu tradé, mais je suis plus investisseur dessus, tout simplement. Ça va me permettre de me mettre à jour. Je vais voir tout de suite si j'ai tort, ou si faut que je reprenne de l'intérêt sur le dossier. Mais en tout cas, voilà au niveau mensuel ce qui se passe. Allez, on va basculer sur l'hebdomadaire, et je regarde vite fait les fondamentaux au passage. Bon, j'ai pas touché du tout au graphique, et je t'avoue qu'on arrive sur une zone intéressante, mais il faut avoir la réaction qui va bien. Tu vois, ça a touché, ça rebondit, donc elle était tout à fait pertinente, mais ça retombe, et ça retombe fort, ça retombe vite. Et en ce jeudi, ça baisse quoi, tout simplement. Donc on va voir s'il y a une réaction dans la zone ici, sinon il faudra retracer, mais pour l'instant, tu es en dessous de cet oblique-là. J'agrandis pour bien voir, tu vois, on est en dessous de cet oblique, ça vient toucher, ça tape dedans très violemment, donc on va dire, t'as rien à vrai dire, ça marque bien l'oblique, et rien à chercher, tant qu'on passe pas au-dessus. Et même si tu es en dessous, faut continuer à laisser courir. Le dossier, à vrai dire, c'est un beau dossier, sans plus. Moi, j'aime bien Infineon, mais c'est pas le summum de ce qui se fait dans le secteur. D'ailleurs, les Néerlandais sont meilleurs, hein, clairement, hein, qu'on soit clair sur le sujet. Mais dans le secteur, mais Infineon est dans une phase de transition, tu vois, avec des objectifs qui sont un peu différents. Et je dirais que, bon, bref, pour 1 million de raisons, je suis pas le plus. C'est un beau dossier, point. Mais c'est pas un dossier d'exception, quoi. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, je fais une parenthèse, inscrivez-vous à la newsletter, il y a des dossiers d'exception, pas toujours, mais je mets beaucoup de très très beaux dossiers dans cette newsletter tous les lundis. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est dans la description. Voilà pour la petite page de pub sur la newsletter. En tout cas, ce qui est pour Infineon, c'est une zone intéressante, mais il faut une réaction. Pour l'instant, t'as rien, donc il faut attendre de voir si le marché décide de se retourner. Pour l'instant, il n'y a aucune indication qui doit te donner envie d'y aller. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Je rappelle que je ne donne aucun conseil. Voilà pour Infineon. Allez, on enchaîne avec Annie. Alors, décidément, les femmes, je suis très heureux, je suis vraiment très content. Annie qui nous demande une analyse de Amoeba. Alors Annie, je vais être très simple, je vais te poser une question à laquelle tu vas te répondre à toi-même. Hein, tu verras, là encore, c'est du bon sens paysan, mais tu vas voir. Est-ce que tu penses que tu es la personne qui a enfin trouvé le moment où Amoeba va monter? Regarde bien, on va faire un des zooms, on est en mensuel, tu vas voir, on va aller regarder depuis quand ça baisse. Ça baisse depuis ici, donc il y a une hausse, on y a cru, ça c'était l'introduction en bourse, j'imagine, c'était en 2015, 2016, on arrive au sommet historique, et depuis, ça fait donc 8 ans. 8 ans que t'as tort. Alors, bon, je sais pas combien de temps ça fait que Annie, tu arrives en bourse, mais si tu penses que ça fait, au bout de 8 ans, tu penses que c'est le bon moment, c'est très bien, mais ça aurait pu être au bout de 7, au bout de 6, au bout de 5, et ça sera peut-être au bout de 10, au bout de 20, et peut-être jamais. Ça s'appelle une daube, ça s'appelle une MDR. D'ailleurs, je l'ai pas mise dans les MDR, je pense qu'il faudrait que je la mette pour les simples et bonnes raisons. Alors, je vais te dire quand même l'histoire que j'ai avec Amoeba, c'est que j'ai gagné beaucoup d'argent sur Amoeba parce que j'y ai cru, et j'y ai cru ici, là.
cette hausse-là. Encore une fois, 2020 a été un moment assez incroyable où moi j'ai fait une performance qui est pas indisable, mais j'ai gagné. C'est ma performance la plus grosse de toute ma vie de trader. Et j'ai pris un mauvais bas, ça a monté pour n'importe quoi. Il y avait plein de gens tout nouveaux sur les marchés qui connaissaient pas. Et moi j'ai vendu quand il fallait vendre et eux ils ont pas vendu. Et ils sont montés alors j'agrandis pour que tu vois bien, on est monté, alors moi j'ai dû acheter par là autour de 50 centimes, c'est monté à 5 euros, donc ça fait x10, et je me suis bien amusé là-dedans. Et des gens sont restés. Et aujourd'hui on est à 40 centimes. Et il n'y a aucune raison pour que ça remonte, si ce n'est de refaire les mêmes imbécilités que là, ou ici. Donc je sais très bien ce qu'ils font, j'ai cru dans le dossier, je sais très bien ce qu'ils font, mais ça fait des années que ça n'avance pas. Donc je ne souhaite aucun malheur à personne dans cette histoire, mais je ne comprends pas pourquoi ce dossier-là, vu les news qu'ils donnent, il monte pas. Il monte pas parce que, on va dire, personne n'y croit. Et je rappelle quand même que pour faire produire ce qu'ils ont envie de produire, c'est des gens... Alors comme ils ont une validation américaine, vous pensez tout de suite que c'est le nirvana, que ça va tout exploser. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. À vrai dire, on utilise des biais psychologiques que vous ne maîtrisez pas, qui vous permettent de croire que ça va être le nirvana, et vous prenez une belle gamelle. Donc voilà, donc aujourd'hui, au moment où j'enregistre, ça prend 7%, mais ça n'a strictement pas d'intérêt à mon goût, parce que je vais te faire un petit graphique vite fait sur l'hebdomadaire, tu vas vite comprendre que c'est au-delà qu'on peut commencer à regarder. Je dirais commencer à regarder, et ça s'arrête là, sur le titre, mais pas avant. Allez, on va regarder ça tout de suite. Voilà le graphe, je l'ai encore un peu écrasé histoire de bien remettre le couteau dans la plaie, et on dézoome, on a une remontée là on verra si c'est validé vendredi soir, mais ce qui est sûr c'est que tant que t'es en dessous c'est oblique ici, il n'y a pas d'intérêt, c'est des petits rebonds techniques, c'est fait pour les traders. J'ai envie de te dire, si la seule chose intéressante c'est que apparemment si le dossier est remonté ici, ce qui est intéressant c'est que le point bas qui a été fait ici, il n'a pas été fait plus bas la fois d'avant, c'est le seul point positif que je trouve, et c'est ce qui fait qu'un Moeba peut peut-être être à son point bas historique. Ça fait 8 ans que tout le monde a tort. Donc je te le dis comme ça, et t'en fais ce que tu veux. Voilà pour l'analyse, Annie, je suis désolé, je peux pas aller beaucoup plus loin. Beaucoup d'espoir, et je reviens sur la phrase que je disais tout à l'heure que je déteste, c'est « j'y crois ». Je me rappelle plus ce que tu as écrit exactement, mais ça ressemblait à un « j'y crois ». Non, faut pas y croire, faut constater. Et pour l'instant, ce que tu constates, c'est qu'ils ont apparemment des bonnes nouvelles, mais le marché s'en contre-fout totalement. Je te rappelle quand même qu'elle a moins d'1 euro, et dans ces cas-là, ça s'appelle une penny stock, et les penny stock... elles y sont souvent très longtemps pendant, et puis elles n'en reviennent jamais, quoi, pour tout te dire. Voilà, j'en ai terminé avec cette valeur Annie, et on va attaquer avec Jérémy qui m'a demandé un dossier qui s'appelle Burel. Et donc voilà, Burel sur très longue période, c'est un dossier qui a eu une belle progression, puisqu'on est passé de l'ordre de 100 euros à 1400, donc c'était une grosse accélération, ça s'est arrêté. Le sommet est en 2019, et j'ai envie de te dire, ça se remet pas depuis le Covid. Et tu vas vite comprendre pourquoi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est graphiquement à un moment pas bête. Je dirais, techniquement, ça a l'air d'être intéressant. La question maintenant, c'est est-ce qu'il faut y aller ou pas? Et on va avoir des réponses tout de suite. Après, on va aller voir l'hebdomadaire au passage. Je fais juste une parenthèse sur les dividendes. Il n'y a pas d'intérêt sur le sujet des dividendes, donc on s'en occupe pas. Alors pourquoi Burel baisse? Tout simplement parce que c'est la famille Burel. Et la famille Burel possède la société Plastic Omnium. Et Plastic Omnium, alors je fais une parenthèse. Je vais encore avoir de moins en moins d'amis, ça continue, mais il y a plein de gens qui vous ont dit, ouais, c'est super Plastic Omnium, parce qu'ils font des réservoirs pour l'hydrogène, je crois. Enfin, voilà, c'est des gens super. Regardez, allez voir le cours. Vous allez voir, c'est du n'importe quoi, c'est du blabla. Et moi j'ai eu d'intérêt pour Plastic Omnium, et il se trouve que le graphe me donne raison, mais c'est pas ça aurait pu monter, ça aurait été pareil, j'ai pas d'intérêt pour cette valeur là, c'est pas un secteur qui m'intéresse. Et puis pour faire que la mariée soit belle, on vous a vendu le Nirvana, et il n'existe pas. Donc j'ai envie de vous dire, Burel possédant une grande partie je crois que c'est 60% de Plastic Omnium, c'est une valeur qui est juste sans intérêt. Voilà, c'est un peu comme c'est toujours la même chose. C'était Peugeot, c'était je sais plus comment elle s'appelle, la holding de la famille Peugeot, c'était pareil. Il n'y a pas d'intérêt, et il y a leur immobilier dedans. Voilà, c'est exceptionnel. Donc t'as tout faux sur toute la ligne sur le dossier. Donc personnellement, moi, mon petit Jérémy, ça m'intéresse pas, ça m'intéressera jamais. J'ai autre chose à faire sur le sujet. C'est holding financière pour cacher, pour pouvoir optimiser fiscalement de ses fortunes. C'est quelque part dans ma petite tête, c'est pas des trucs qui me plaisent, c'est plus des industriels, ces gens-là, c'est des gens qui gèrent une fortune, et c'est pas ça. Je me demande d'ailleurs comment ça peut être coté en bourse, je ne vois pas du tout l'intérêt du dossier. Alors je peux te le rappeler, regarde bien d'où ça vient, voilà. Bref, sans intérêt. C'est pour des traders, si t'es trader, c'est très bien.
Mais j'imagine que les traders s'intéressent pas du tout à ce que je fais, vaut mieux aller voir d'autres chaînes sur le sujet concernant ce qui concerne la matière du trading. Et puis bon, techniquement, hein, tu vois bien, hein, ça s'est fait, ça vient de se faire refouler, ça a remonté, ça s'est fait refouler. J'ai envie de te dire, la messe est dite. Le graphique, il est propre, il est clair. Tu sais, si ça repart vers le haut, tant mieux pour toi. Je te le souhaite. Mais bon, à 435 € l'action, j'espère que tu as pas mal de fonds parce que il faut un peu de liquidité quand même pour pouvoir peut-être faire des allègements partiels. En tout cas, il faut mettre des beaux billets pour pouvoir commencer à jouer correctement au trading avec une société qui est cotée 400 €. Donc voilà pour les valeurs que vous m'avez proposées cette semaine. Allez, on enchaîne avec l'indice des pépites. L'indice des pépites cette semaine qui a fait, en moyenne, il a fait moins 2%. Là où, au moment où j'enregistre, le Nasdaq fait moins 6, donc à vrai dire, le Nasdaq 100. Donc à vrai dire, il baisse moins fort. Ça fait plaisir de voir un peu s'améliorer par rapport au Nasdaq. Ça fait longtemps que le Nasdaq le battait. Et on est passé en dessous le Nasdaq, sur très longue période, sur 3 années, sur 4 années même. Là, on commence à aller un peu mieux. On a revu un petit peu les valeurs. Et il se trouve que la valeur qui a le plus monté, et c'est tout simple, c'est LS Semiconductor, c'est la toute nouvelle qu'on a mis il y a très peu de temps dans l'indice, et il se trouve que c'est une semi-conducteur, comme quoi vous voyez, la boucle est bouclée entre ce que vous m'avez demandé et ce que je propose, et celle-ci elle monte, et à vrai dire toutes les nouvelles valeurs que j'ai proposées ces derniers mois sont plutôt dans un bon trend, hormis SFC Energy, qui est toujours en bas, mais qui pour moi elle doit pas rester là, et ceux qui baissent, c'est les vieilles, qui pèsent plus lourd, parce qu'elles ont tellement monté fut un temps que elles pèsent lourd dans l'indice, et maintenant elles baissent. Donc j'ai pris le son de ça et on fera peut-être des trends un peu moins longs sur les valeurs et puis on saura les faire sortir quand elles auront tendance à s'essouffler. Ce sera la bonne leçon que j'aurai prise sur 2023-24. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Alphen tire vers le bas, elle est repartie à la baisse suite à des nouvelles qui me paraissent pas spécialement catastrophique, donc on va la laisser dedans. Il y a un petit peu de place dans l'indice, on va vite étudier de nouveaux dossiers, mais c'est pas le moment, je pense qu'on verra ça cet été pour rentrer des nouvelles valeurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles valeurs sont particulièrement positives. Je pense à DOF, je regarde vite mon listing. Je pense quand même à Gramcar, malgré tout ce qui s'est passé dans la mer Rouge, ainsi que OEG Autoliners, c'est quand même pas si mal que ça. Puis à Novo Nordisk qui plane tout le temps et qui ne recule pas. Donc à partir de ce moment-là, il y a quand même pas mal de valeurs intéressantes et on va faire un plan de trading sur une des valeurs qui peut être un petit peu controversée parce qu'elle est en positif dans l'indice, mais elle a bien baissé, elle a été chercher un niveau technique et on va profiter d'un événement qui s'est passé sur les crypto-monnaies pour peut-être lancer on va essayer de lancer un petit quelque chose sur Northern Data qui a touché un niveau technique assez intéressant et qui, il y a eu donc un événement, le halving. Le halving, c'est-à-dire que il y a eu vous irez voir sur Google parce que la vidéo a l'air de durer quand même. Et on va voir si Northern Data profite de ce mouvement. Alors, ça n'a pas du tout d'impact, je dirais, immédiat sur Northern Data, mais ça peut en avoir dans le futur. Et j'ai envie de vous dire peut-être qu'il y a des gens qui voudront investir dans Northern Data au niveau de prix où elle est. Allez, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment un pari sur une valeur risquée, faut qu'on soit clair, donc il y a une invalidation simple, et on va la voir tout de suite. Alors, on avait déjà fait un plan de trading ici sur Northern Data, ça me paraissait logique, on était invalidé juste en dessous ici, elle est tombée un peu plus bas, on va relancer quand même la machine. Pour moi, on est donc actuellement à 21,10 €, on a une invalidation en dessous 19,60 €, et on peut aller chercher le 24,30 à peu près, faire un pullback sur cette oblique ancienne, je vais agrandir pour que vous la voyez bien, pour après, on verra bien si elle réintègre, je pense qu'elle va quand même gigoter un peu en dessous avant de repartir, si elle veut repartir de telle manière à ce qu'elle nous relance, je dirais, sa tendance haussière. Pour l'instant, c'est un peu plus compliqué, et je suis en train de voir un truc, on va mettre à jour le couloir haussier. Et hop là, voilà, ça c'est un couloir qui monte un peu moins fort que prévu, en tout cas on est en bas de ce couloir, ce serait une nouvelle forme graphique intéressante. Vous voyez, en vert, donc on serait dans un couloir légèrement haussier pour remonter jusqu'à 34, de 21 à 34, je vous laisse voir, ça serait génial. On verra bien, mais c'est très volatile, c'est une valeur très volatile, donc on verra bien, mais j'ai envie de vous dire, ça peut le faire. Ce serait un flash crash uniquement juste avant le halving, ça me paraît très 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 étonnant, mais on a l'invalidation qui est clairement en dessous. Donc voilà, à vos tablettes, regardez bien, et puis si ce plan de trading fonctionne, on sera très content parce que les autres ont bien fonctionné. Je pense à MIPS qui a réussi un plus 25, etc. Finalement, il y a que Northern Data qui avait pas réussi le son précédent. Il y avait une logique quand même dans le graphique, mais voilà, on n'a jamais raison à 100% sur le sujet. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre des likes, des pouces, à mettre
des commentaires sur cette vidéo et je vous invite à aller regarder ces vidéos qui sont la liste des vidéos sur un programme éducatif totalement gratuit. N'hésitez surtout pas à le découvrir, je vais en rajouter bientôt pas mal, et puis n'hésitez surtout pas à regarder cette vidéo là aussi qui vous permettra de découvrir qui je suis, d'où je viens, ce que je fais et ce que je propose. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.